Et c'est l'occasion d'introduire Olivier Azola, qui est le responsable du Centre de ressources historiques de la bibliothèque de l'École Polytechnique, donc il connaît absolument tout sur l'histoire de l'École Polytechnique, qui est un puits de science sur tous les polytechniciens. Vous pouvez lui parler de n'importe quel polytechnicien du 19e et du 20e siècle, il va savoir tout sur lui. Il est très modeste, mais c'est vraiment un puits de science. Je le dis pour ceux qui font beaucoup de recherches historiques, notamment bien sûr sur les officiers du génie et de l'artillerie, puisqu'il y avait quand même beaucoup de polytechniciens au 19e siècle. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'École Polytechnique. Alors cette conférence prend la suite de celle du professeur Bruno Bellost, donnée en 2012 au Salon du Général Dufour à Genève et intitulée La poule aux œufs d'or à l'École Polytechnique à l'époque de la scolarité de Dufour. Cette conférence est en ligne, vous la connaissez peut-être déjà. Aujourd'hui, je vais d'une part me recentrer sur Dufour et d'autre part chercher à apporter de nouveaux éclairages sur sa scolarité à l'École Polytechnique à partir de sources en partie inédites, les archives de l'école, qui viennent en complément des souvenirs de jeunesse de Dufour, des lettres à sa tante et à son oncle, et de la biographie d'Édouard Chapuisat. Commençons par le commencement, le concours. Pour entrer à Polytechnique, il faut passer un concours particulièrement difficile, il faut donc s'y préparer. Nous savons comment Dufour a changé son orientation de peintre, il a souhaité devenir chirurgien, puis s'est intéressé à la botanique, au tir à l'arc, aux belles-lettres, à la philosophie et à la physique. Pour cette dernière matière, on connaît le nom de son maître, Pictet. Ensuite, Dufour découvre l'existence de Polytechnique et va donc s'intéresser aux mathématiques. Alors pourquoi l'importance des mathématiques pour le concours ? Tout simplement parce qu'à cette époque, le concours porte quasi exclusivement sur les différentes branches des sciences mathématiques. Analyse, géométrie et statique, qui est une branche de la mécanique. Pour le faire étudier, le père de Dufour, Bénédicte, lui donne un maître de mathématiques. Ce maître, on en connaît le nom, grâce aux archives de Polytechnique, puisque les élèves devaient déclarer auprès de quel professeur ils avaient étudié. Il s'agit de Jean-Jacques Chauve, professeur qui sera connu plus tard comme le premier titulaire de la chaire de mathématiques pures et appliquées de l'Académie de Genève. Et en tant que titulaire de cette chaire, Jean-Jacques Chauve d'ailleurs sera secondé plus tard par Dufour. Alors j'ai parlé de l'importance des mathématiques à l'admission, mais on introduit en 1807, l'année où Dufour passe le concours, une nouveauté. Il est exigé la connaissance du latin, vérifiée par une version latine, faite devant l'examinateur, et certains candidats ont été refusés pour n'avoir pas réussi cette épreuve. Ou celle de dessin, qui est la seconde épreuve non directement liée aux mathématiques. Alors je ne vous apprendrai rien en vous disant que Dufour a été admis, mais il n'a jamais reçu sa lettre d'admission. Et qu'au bout de plus d'un mois, il a reçu une lettre lui rappelant que s'il ne se présentait pas à Paris, il lui faudrait demander une autorisation de congé. Il arrive donc à Paris, plus d'un mois et demi après la rentrée des classes. Et il rattrape son retard. L'admission d'élèves provenant de territoires sous influence française n'est pas forcément annexée, ou de départements nouvellement créés et mis en avant par le Conseil de perfectionnement de l'école, dans son rapport annuel qui est diffusé auprès des ministères. En 1807, le Conseil valorise ainsi l'admission de 3 élèves étrangers. L'admission de 2 Hollandais est d'ailleurs plus valorisée en tant qu'instrument politique au service de l'Empire que l'admission d'un seul Suisse. Extrait du rapport. Il a été reçu cette année un Suisse et 2 Hollandais, le premier par suite des capitulations, les 2 autres en vertu d'une décision de Sa Majesté qui fait ainsi sentir aux étrangers, par la communication des Lumières comme par la protection des armes, les avantages de l'alliance et de l'amitié de la France. Mais en fait, peut-on se demander, mais de quel Suisse s'agit-il ? Si l'on consulte le matricule des élèves, nous trouvons 2 élèves ayant réussi leur concours à Genève. Vous trouverez leur fiche matricule ici. Pichard et Dufour. Alors, ce Suisse
Est-ce Pichard ou est-ce Dufour? Alors, évidemment, c'est Pichard, parce que Dufour est né à Genève et son père habite effectivement à Lovagny, département du Mont-Blanc, qui est un département annexé à la République, alors que Pichard est né à Lausanne et ses parents habitent à Lausanne de l'autre côté de la frontière. Donc, Dufour est considéré comme français et Pichard est suisse. Nous arrivons maintenant au dernier point concernant l'admission de Dufour à Polytechnique, son numéro de classement, son numéro d'admission. Alors, vous connaissez cette histoire, je vais vous lire cet extrait de ses souvenirs. Arrivé à Paris au milieu de décembre, j'y trouvais mon ami Jeannot. Il fut mon interlocuteur à l'école et se trouva présent quand on me fit connaître mon numéro d'admission que j'avais ignoré jusque-là. C'était le 140e, ou le dernier -4. La terre se serait ouverte sous mes pieds que je n'aurais pas éprouvé un plus grand saisissement. Il fut toutefois de courte durée, et me remettant, je frappai le sol du pied et dis tout haut, c'est égal, j'y suis, il faut en sortir avec honneur. Pour autant, améliorer son classement est-il sa seule motivation? J'ai cherché à savoir si nous avions dans les archives des lettres entre l'administration de l'école et Guillaume-Henri Dufour. Il y en a une seule. Mais nous avons aussi 3 autres lettres du gouverneur de l'école à son père Bénédicte. Autant Dufour décrit à son oncle et à sa tante son quotidien à l'école, autant la correspondance école polytechnique et le père de Dufour nous permet d'avoir un éclairage sur l'enjeu principal pour les parents de Dufour, c'est-à-dire le prix de la pension à payer. Et le prix de la pension à payer à l'école est en partie lié au rang de classement. En effet, depuis 1805, date du casernement, les élèves doivent payer une pension, alors qu'avant cette date, les élèves recevaient une solde. Selon le règlement, pour les élèves dont les parents sont peu fortunés et qui se croient fondés à demander la remise de la totalité ou d'une partie de la pension, ils sont tenus comme les autres de payer le premier quart de la pension et de se pourvoir du trousseau complet. Les demandes de remise doivent être adressées dans un délai d'1 mois après la rentrée. Alors, que nous dit Dufour dans ses souvenirs à ce propos? À la fin du premier semestre, le ministre Coutlacué, que vous voyez ici, qui est le gouverneur de l'école, m'annonça qu'il me faisait la remise de la moitié de la pension. Jamais une nouvelle ne me fit un si grand plaisir. Je me hâtais de la transmettre à mes parents, qui la reçurent comme moi. Nous verrons en fait que cette remise de la moitié de la pension n'a lieu qu'en 2e année. Ainsi, la première lettre du gouverneur Lacué au père de Dufour est envoyée dès le 6 janvier 1808, et je vais vous en lire un extrait. On m'avait demandé d'accorder une remise sur la pension de monsieur Dufour, votre fils, admis cette année à l'école sous le numéro 140. Je regrette que le rang de ce jeune homme ne me permette pas de seconder ce désir, mais l'intention de Sa Majesté est qu'il ne soit proposé de remise qu'en faveur des élèves qui se trouvent dans les 40 premiers de la liste d'admission. Et monsieur Dufour, votre fils, n'est pas de ce nombre. Il est donc nécessaire, pour qu'il puisse rester à l'école, que vous continuiez à acquitter les quartiers de sa pension. Le père insiste au mois de mars, 2 mois après, en faisant valoir le fait qu'il pensait avoir droit à une remise de pension parce que Dufour n'avait pas bénéficié du délai accordé aux aspirants d'école pour la conscription et qu'il avait dû trouver un remplaçant, ce qui lui a coûté de l'argent. Cependant, le gouverneur, Lacué, explique qu'en fait, ce délai ne s'appliquait pas aux conscrits de 1807, mais aux conscrits de 1808. S'il ne paie pas la pension, son fils ne pourra pas rester à l'école. Nous imaginons la pression qui peut s'exercer sur Guillaume-Henri Dufour pour qu'il améliore ses résultats et bénéficie d'une réduction de pension. Bénédicte, son père, l'encourage. « J'ai vu avec bien du plaisir que tu marches à grands pas vers le but. » Le 8 mars 1808. Donc, 1 jour après avoir reçu la lettre du gouverneur. Il le félicite certes, mais aussi l'incite à économiser. On sait que Pernette Dufour, sa mère, a trouvé des leçons de broderie, et avec le gain qu'elle retire de la location d'une chambre, elle aide Bénédicte à payer les trimestres de son fils. Dans l'autre sens,
l'élève Dufour se fait du souci pour ses parents, qui lui décrivent leur situation difficile. Bénédicte lui écrit encore le 22 juin « Ne t'affecte pas trop de notre situation pénible. Nous sommes bien récompensés de nos peines de savoir que tu mets à profit tous les sacrifices que nous faisons pour toi. » Et c'est effectivement ce qui arrive. Dufour réalise une remontée spectaculaire. Il passe en seconde année avec le numéro 10 et obtient une remise d'un quart de sa pension, c'est-à-dire 200 francs. Il monte en grade et, de fait, touche plus qu'en première année. La solde annuelle pour les élèves est de 109 francs 50. Pour ceux qui obtiennent l'égalité, comme Dufour, c'est 15 francs mensuels, c'est-à-dire une augmentation de 50%. Mais la question n'est pas pour autant réglée. Le premier quart de la pension pour la deuxième année est payé avec du retard. Et une troisième lettre est écrite au gouverneur. Mais cette fois-ci, le contenu de la lettre du gouverneur à Bénédicte Dufour change. Je vous en lis un extrait. « J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez écrite pour me rendre compte des motifs du retard de paiement de la pension de monsieur votre fils, et pour me demander des renseignements sur sa conduite. Je vous ai fait connaître que j'avais disposé en sa faveur d'une somme de 200 francs pour le paiement de son 4e quartier. Je vous promets aujourd'hui de la comprendre pour une plus forte somme dans les propositions de remise que je ferai pour la prochaine année scolaire, c'est-à-dire la deuxième année. Cette promesse résulte de la bonne conduite et de l'application de monsieur votre fils. » Bénédicte en fait part tout de suite à Guillaume-Henri, son fils, et l'incite à rester modeste, mais continue à lui faire part de ses difficultés financières, car les bonnes récoltes ne se vendent pas à un aussi bon prix. Il écrit à son fils « L'agriculture n'offre aujourd'hui aucun avantage. Tout mon espoir est en toi. » La situation reste encore difficile. Nous avons une lettre écrite par le gouverneur à l'élève Dufour en février 1809 qui le confirme. Il semblerait que Guillaume-Henri a sollicité une remise supplémentaire de pension, mais en réponse, le gouverneur propose simplement de décaler le paiement d'un trimestre pour lui permettre de rassembler la somme. Et en seconde année, effectivement, on bénéficie d'une remise de 50%, c'est-à-dire 400 francs. Alors nous avons suivi les progrès de Dufour au regard des contraintes financières de sa famille. Cela signifie-t-il qu'il s'agissait de sa seule motivation pour progresser? Évidemment non. En effet, je n'en ai pas parlé tout à l'heure à propos du concours, mais l'autre nouveauté du concours de 1807, c'est une modification du système des déclarations. Depuis 1799, les candidats devaient déclarer dès l'admission un corps vers lequel ils se destinaient, éventuellement un deuxième. Il fallait donc choisir un corps de sortie, une carrière très tôt. Et l'examen de sortie, à la fin de la deuxième année, devait simplement définir si on était capable de rejoindre ce corps ou pas. Mais à partir de 1807, le système change. Déjà, on peut déclarer plusieurs corps, plusieurs choix de carrière. Et en fin de seconde année, on établit une liste générale, et en fonction du rang de classement qu'on a dans cette liste, on est réparti dans tel ou tel corps, et s'il y a suffisamment de place dans ce corps, l'artillerie, le génie, les mines, on est admis, et s'il n'y a pas assez de place, on ne peut pas être admis dans ce corps. Donc c'est une nouveauté au moment où Dufour est admis. C'est l'introduction en fait du contrôle continu pour le choix du corps de sortie. Et nous avons cette déclaration pour Dufour. Et elle est tout à fait éclairante sur l'ancienneté de son choix de carrière. Les demandes de Dufour sont classées par ordre de préférence. Donc, génie militaire, artillerie terre, ponts et chaussées, construction de vaisseaux, artillerie mer, géographe et mine. Alors, contrairement à d'autres élèves pour lesquels l'ordre de classement fait l'objet de modifications, comme vous pouvez le voir, là, cet élève, on a changé son ordre de classement, probablement en fonction de ses notes. Pour Dufour, ce n'est pas le cas. Nous constatons que ses deux premiers choix de carrière sont des corps militaires. Le troisième choix concerne la construction civile. La vocation de Dufour semble donc s'être cristallisée entre le moment où il apprit l'existence de l'école polytechnique et le moment où il effectua sa déclaration de choix de corps de sortie, avec pour premier choix le génie militaire.
qui est à l'époque un des corps les plus prestigieux. Et pour réaliser son rêve, l'école polytechnique est, en tout cas pour le domaine français, une bonne école. Les cours de polytechnique sont particulièrement adaptés à ce choix de carrière. Alors justement, quelles sont les notes de Dufour à Polytechnique? Alors vous avez ici un extrait des registres de notes. Vous avez ici ces notes de première et deuxième année. Nous constatons que Dufour, classé 10e en fin de première année, progresse encore dans toutes les disciplines, sauf le dessin de la carte et les belles-lettres, et il stagne à un niveau moyen en chimie. En seconde année, nous voyons aussi pour le détail des notes de contrôle continu, qu'il a obtenu par exemple 20 dans le levé de la carte, ou 19 en dessin graphique. Il a obtenu de très bonnes notes en dessin lavé et dessin au trait d'architecture, mais de moins bonnes notes au concours d'architecture. Alors, quel est l'emploi du temps des étudiants à l'époque? Alors ici, vous avez l'emploi du temps de première année et là, l'emploi du temps de deuxième année. Bon, il n'y a pas beaucoup de changements à vrai dire, sauf qu'il y a des disciplines qui sont enseignées uniquement en deuxième année. Donc, il s'agit d'un régime militaire d'internat qui combine à la fois enseignement scientifique, sortie autorisée dans Paris, possibilité de s'initier aux arts d'agrément, la danse, la musique, et activités liées aux traditions des élèves. Alors évidemment, ces activités ne figurent pas dans l'emploi du temps officiel. On étudie 6 jours sur 7, on se lève à 5 heures, on se couche à 21h30. Une chose semble certaine, c'est que Dufour s'y est très bien adapté. Donc, je vais vous citer juste une phrase. « Le régime de l'école m'allait bien et je ne me suis jamais mieux porté. » Ça, c'est dans ses souvenirs. Ou dans sa lettre, dans une lettre à son oncle, quasiment les premiers jours de son arrivée à Polytechnique. La vie de l'école me plaît beaucoup. On va déjeuner, c'est-à-dire manger non pas du mauvais pain comme nous l'avons fait, mais le meilleur de Paris. À dire le vrai, je m'en régale. Depuis le dîner jusqu'à 5 heures du soir, c'est un temps d'amusement employé par l'exercice 2 fois la semaine et les autres jours par la lecture dans une superbe bibliothèque. Alors je ne vais pas m'étendre sur les enseignants de Dufour. Malheureusement, Bruno Bellost en parle très bien dans sa conférence. En revanche, je vais insister sur 2 points. Premièrement, Dufour ne cite que très peu de noms d'enseignants, dans ses souvenirs en tout cas. Il cite 6 professeurs. Donc, Fourcroy, alors là, excusez-moi, je vais devoir passer assez rapidement. Il cite 6 professeurs: Fourcroy, chimie; Monge, géométrie descriptive; Hassenfratz, physique; Hachette, géométrie descriptive; Lacroix, analyse mathématique; Durand, architecture. Il cite 2 examinateurs, Malus et Lacroix, ce dernier étant aussi professeur. Il cite aussi, mais sans les nommer, un dessinateur que l'on suppose être Girard pour la géométrie descriptive et Thénard pour la chimie. Pour les professeurs non cités par Dufour, on peut parler de Prony en mécanique, Neveu et Vincent pour le dessin. Neveu, c'est le professeur de dessin historique, il décède en cours pendant que Dufour est à Polytechnique. Il est remplacé par Vincent, qui est un peintre assez connu, pour le moins. Andrieux pour les grammaires et belles-lettres. Duhay pour l'art militaire, Sganzin pour les constructions civiles, Guiton de Morveau pour la chimie en 2e année, et Roger, alors ça je pense que c'est une découverte que j'ai faite, Roger a remplacé Andrieux pour le cours de grammaire et belles-lettres en 1re année. Et ça figure nulle part. Il faut très peu trouver de mention de ce remplacement. Donc il a eu 2 professeurs pour le grammaire et belles-lettres. Et il y a surtout, et toute une catégorie d'enseignants qui n'est pas du tout citée, sont les répétiteurs principaux, les répétiteurs adjoints et aussi d'autres enseignants. Alors les répétiteurs, c'est une fonction essentielle à Polytechnique. Ils travaillent au quotidien avec les élèves, dans les salles d'études. Les répétiteurs sont certainement plus proches des élèves que ne le sont les professeurs. Et le fait que les répétiteurs sont souvent assez jeunes renforce cette proximité.
C'est vers eux que les élèves se tournent en priorité lorsqu'ils ont des questions à poser à propos de notions qu'ils n'auraient pas comprises lors de la leçon donnée à l'amphithéâtre. Également chargés d'interroger les élèves à l'oral, ils sont un maillon central de la formation polytechnicienne. Certains des plus grands noms de la science française ont commencé leur carrière comme répétiteurs. Ampère, Poisson, Gay-Lussac, le Suisse Charles-François Sturm, Joseph Liouville, Urbain Le Verrier, Charles Hermite, Coriolis ou encore Henri Poincaré. Et les répétiteurs de Dufour en mathématiques, géométrie mécanique sont 7, ils sont jeunes. Le plus vieux, c'est Bouchard-là, il a 34 ans. Mais sinon, les autres sont relativement jeunes, c'est tous des anciens élèves. Alors, vous voyez ici une photo de Binet âgé, mais évidemment, quand Dufour est élève, c'est un Binet jeune qu'il connaît. Et surtout, peut-être le plus jeune, c'est un camarade de promotion, Alexis Petit, un jeune prodige, hors classe, classé hors classement, tellement il est bon. Il remplace, il donne des cours avant même d'être diplômé. Et en chimie, Jean-Jacques Drapier, aussi polytechnicien. Et il y a les maîtres de dessin, qui travaillent avec l'instituteur de dessin, donc Neveu ou Vincent. Donc les deux frères Lemire, en fait, leur nom c'est Sauvage, ils sont surnommés les Lemire jeune, Lemire aîné. Il y a Léonore Mérimée, alors vous connaissez certainement cette histoire. Hein. On sait qu'en 1827-28, Dufour est à Paris et qu'il rencontre le fils de Léonore Mérimée, Prosper Mérimée. Et les Mérimée sont proches des Fresnel. Donc Léonore Mérimée est l'oncle des trois polytechniciens Louis-Jacques Augustin et Léonore Fresnel, ce dernier étant la même promotion que Dufour. Et il y a aussi le chef de la topographie et ses dessinateurs, donc François Thomas Delaunay et François Tranquille Gaucher. Alors un élément justement significatif dans les souvenirs de Dufour sur ses professeurs, c'est qu'il ne mentionne pas le nom de Pierre-Antoine Clerc, alors qu'il est mentionné dans les lettres. Il écrit dans une lettre à sa tante du 12 septembre 1808 l'enseignement reçu auprès de Pierre-Antoine Clerc. Comme les méthodes que nous avons employées sont nouvelles et dues à M. Clerc, cet ingénieur, il a pris les chefs en particulier pour leur apprendre. Nous dessinons la carte et courons comme nos hussards sur tous les points du terrain pour les reconnaître et les placer exactement sur notre carte. Et dans les souvenirs, vers la fin de première année, on nous fit faire un petit levé topographique dans les environs de Paris. Je fus nommé chef de planchette, ayant 3 élèves sous mes ordres. Ce fut ma première dignité. Je crois que j'en fus plus fier que de toutes celles que j'ai été honoré depuis. Le plan que nous fîmes alors est encore dans mon portefeuille. Pierre est recruté en 1807, l'année d'admission de Dufour, et dans le rapport de l'école polytechnique, le rapport du conseil de l'école, pour cette année, on affirme que l'amélioration la plus importante pour cette année dans les enseignements concerne le cours de topographie, justement. Cours fondé sur les méthodes de représentation du relief introduites par Clerc. Et on ajoute, Clerc n'est pas seulement un excellent dessinateur, c'est un praticien consommé qui a levé des pays difficiles pendant plusieurs années, qui a envisagé cette science et la manière de l'enseigner sous un nouveau point de vue. Monsieur Clerc est un topographe passionné qui a connu le projet de nous donner des reliefs des pays particulièrement accidentés. C'est un personnage essentiel de l'histoire de la cartographie, c'est lui qui invente les courbes de niveau. On sait d'ailleurs que dans la plupart des levés originaux de la carte du four de la Suisse, on montrait les soulèvements et les affaissements du terrain en utilisant des courbes de niveau dans les levés originaux. Mais que ensuite les courbes de niveau ont été converties en hachures. Pourquoi ? Parce que les hachures étaient plus faciles à interpréter pour les gens du commun que les courbes de niveau, difficiles à comprendre. Donc on peut imaginer que ça vient de ces enseignements-là. Alors, je vais passer à une autre partie, la question des manuels. Alors, ils existent pour tous les cours donnés à l'école polytechnique. Ces manuels font partie du trousseau des élèves, il est obligatoire de se les procurer. Presque tous sont écrits par des instituteurs de l'école
qui enseigne sauf deux, les tables de logarithme et l'optique. La publication de ces manuels résulte d'une tradition bien ancrée dans les écoles d'Ancien Régime. Et l'idée à Polytechnique, c'est de donner aux élèves tous les supports dont ils auraient besoin, dans toutes les matières avec les découvertes les plus récentes. Dufour dispose ainsi de cours tout à fait récents et mis à jour. Le calcul différentiel et calcul intégral de Lacroix de 1806, les cours de Mongeau-Hachette en géométrie descriptive datent pour les plus vieux de 7 ans. Le précis des leçons sur le calorique et l'électricité de Hachette et Monge date de 1805. Les précis de leçons d'architecture de Durand date de 1805 aussi. Le cours de grammaire et belles-lettres d'Andrieux date de 1807. Je m'arrête un instant sur le traité de Guévernon pour l'art militaire et les fortifications, donné par le professeur Duhay. Donc, Guévernon, c'est un officier formé à Mézières. Il a été prof de fortification à Polytechnique. Et à l'époque de Dufour, il est directeur des études. C'est un manuel qui a eu une audience internationale. Aux États-Unis, en 1817, le ministère de la Guerre en commande une traduction anglaise, éditée à New York, qui devint le texte central du programme d'ingénierie à West Point. Il est aussi réédité à Bruxelles en 1832. Et surtout, Dufour le cite dans son cours de tactique, publié en 1840. Il figure dans la liste des 34 ouvrages, je cite, qui ont été consultés pour la rédaction du cours de tactique et dont la lecture peut être recommandée. Mais le mouvement de renouvellement des cours continue pendant que Dufour est élève. Le cours de Hachette sur les machines est publié en 1808. En 1809, Prony en mécanique publie Sommaire des leçons sur le mouvement des corps solides, l'équilibre et le mouvement des fluides. Et bien que Dufour ne se prononce pas sur l'usage de ces manuels, sa carrière montre l'importance qu'il leur accordait. À l'école d'officiers de Thun, où il enseigne de manière très engagée, il comble les lacunes de ses élèves en rédigeant des ouvrages pédagogiques, les feuilles de stratégie et de tactique, le mémorial pour les travaux de guerre et une instruction sur le dessin des reconnaissances militaires, soulignant ainsi pour lui le rôle essentiel des connaissances théoriques. Et pour terminer, maintenant, qui étaient les camarades de Dufour à Polytechnique? Alors Dufour, il n'en cite pas dans ses lettres à son oncle et à sa tante, ni dans ses souvenirs. Alors le témoignage de Rieux, vous connaissez Rieux, qui est un élève suisse de la promotion 1806, juste avant Dufour. Il nous livre un témoignage sur la façon dont les amitiés pouvaient se faire à Polytechnique. Je vous cite ses mémoires. L'on pouvait vivre à l'école dans 2 villes différentes sans se connaître et sans échanger 4 paroles. C'est ainsi que j'ai bien peu vu 3 compatriotes qui se sont trouvés à l'école en même temps que moi sans être de mon année. Odéou, Dufour et Pichard. Chacun avait l'emploi particulier des rares heures de liberté accordées aux élèves. Le reste du temps, rempli par l'étude, excluait tout rapprochement. Ce témoignage est intéressant car il nous montre que s'il faut chercher des amitiés à Dufour, à Polytechnique, il faut les chercher parmi ses camarades de chambrée ou de salle d'études. Nous avons vu tout à l'heure que Dufour à Paris en 1827-28 retrouvait Fresnel, dont un frère était son camarade de promotion. On trouve aussi dans la biographie d'Édouard Chapuisat le nom de Gélibert. Il cite aussi un ancien élève de Polytechnique avec lequel il avait été fort lié, qu'il retrouve à Rochefort en 1829. Il ne cite pas son nom et j'ai pu le retrouver, il s'agit d'Amédée Léman. Est-ce que ces élèves figurent effectivement dans le même groupe d'élèves que Dufour? Eh bien oui, en première année, effectivement, on retrouve tous ces noms. Ils sont dans la même escouade ou salle d'études. Nous constatons d'ailleurs aussi dans la même escouade de première année que le Suisse Adrien Pichard y figure, qui tous deux, à leur retour en Suisse, furent ingénieurs des cantons, l'un dans le canton de Vaud et l'autre dans le canton de Genève. Alors parmi ces listes, vous retrouverez peut-être certains noms qui vous diront quelque chose, comme Delalande. C'est le fils de Michel François Delalande, astronome, qui a mesuré l'arc de méridien avec Delambre, pour la définition du mètre. Et Surville, donc Surville, ingénieur des ponts et chaussées, il épouse Laure Balzac, écrivaine française, la sœur d'Honoré de Balzac.
Et Balzac écrit sur l'école polytechnique d'après le témoignage de Surville, donc un camarade de Dufour, dans La recherche de l'absolu. Et dernier point, Dufour donc, obtient le grade de sergent fourrier. À quoi ça correspond? C'est un grade réservé donc aux meilleurs élèves qui donne droit à une meilleure solde. Ils sont à la tête d'une escouade, pour Dufour la seconde escouade, et selon le règlement, ils sont chargés du service de la bibliothèque, du cabinet de minéralogie et des salles d'agrément. Ils ont des responsabilités, ils font des états de situation, des rapports journaliers, ils font la distribution du courrier, ils surveillent l'extinction des feux, et ils peuvent être chefs de salle d'études ou chefs de chambre. Alors, ce n'est pas le cas pour Dufour, il ne nous en parle pas. Mais effectivement, il nous a parlé du fait qu'il a été chef de planchette, c'est-à-dire il a dirigé un groupe d'élèves pour faire un lever de cartes. Et en conclusion, 30 minutes juste, la scolarité de Dufour, c'est l'histoire d'une remontée spectaculaire de l'un des derniers rangs à l'un des premiers. Cette remontée est la combinaison de plusieurs aspects, la pression familiale, elle-même motivée par des questions financières, et la motivation personnelle de Dufour de pouvoir obtenir le corps de son choix, et donc la carrière qui lui sied le mieux. Pour Dufour, une carrière militaire dans le génie militaire qui couvre des domaines à l'époque très larges, les fortifications, mais aussi la cartographie et la topographie. L'école polytechnique lui ouvre la porte d'une carrière qu'il souhaite embrasser. Mais peut-être l'école polytechnique a fait plus que cela. Hypothèse. Par exemple, en l'inspirant pour sa future carrière d'enseignant, d'auteur de traités militaires, et pour créer une école fédérale d'officiers apte à diffuser une instruction uniforme et créer un corps d'officiers de valeur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Olivier pour votre intervention brillante qui montre toute l'étendue du savoir d'Olivier Azola sur l'école. On est complètement bluffé quand on l'entend.